Bonjour Thomas Porcher. Bonjour. Vous êtes économiste, membre des économistes atterrés et professeur à la Paris School of Business et vous publiez Mon dictionnaire d'économie aux éditions Fayard. Et aujourd'hui, on va parler avec vous d'un sujet qui est à la fois au cœur de l'actualité et au cœur de vos recherches sur les dernières années et qui fait aussi l'objet de parties de passage dans votre livre, qui est la question du pétrole et plus largement des énergies fossiles, mais en particulier du pétrole, donc, qui est au cœur de la crise des raffineries qu'on connaît en ce moment. Donc le pétrole, quelle est notre dépendance à l'égard du pétrole dans nos modes de vie, dans notre économie aujourd'hui, et comment on va pouvoir s'en passer dans les années à venir, sans qu'il y ait trop de casse, notamment de casse sociale et à l'encontre des catégories les plus pauvres de la population. Et donc déjà, je voulais revenir avec vous finalement sur le rôle qu'ont eu le pétrole et les énergies fossiles dans le passé, à quel point ça a été quelque chose d'important dans le développement de nos économies, et à quel point c'est quelque chose encore d'important dans les économies développées, à quel point ça soutient encore nos modes de vie aujourd'hui. Oui, alors en France, c'est très important et c'est essentiellement important pour le transport, hein, le pétrole. Il faut savoir qu'on consomme à peu près un peu moins de 2 millions de barils de pétrole par jour, que l'on ne produit pas, que l'on importe directement du monde entier, hein, principalement d'Afrique, parce qu'on a une forte implantation, Total a une très forte implantation dans les anciennes colonies françaises, mais on a une très forte dépendance au pétrole. Quand ce pétrole arrive en France, il est raffiné et transformé en carburant. Donc il y a une différence, hein, il faut vraiment faire la différence entre ce qu'on appelle l'amont, qui est l'exploration, production de pétrole, c'est-à-dire aller chercher du pétrole là où il y en a pour le ramener en France, hein, et c'est, je vous le dis, l'équivalent d'un peu moins de 2 millions de barils par jour, c'est-à-dire la production du Koweït tous les jours que l'on doit trouver, et le raffinage, la transformation de ce pétrole en carburant. Le raffinage est une partie très importante parce que c'est notre sécurité énergétique. Aujourd'hui, notre raffinage n'est pas adapté à notre consommation de carburant. C'est-à-dire que nous produisons trop d'essence que nous exportons et pas assez de diesel que nous importons, notamment de la Russie. Donc on peut se désengager sur le long terme de l'exploration et de la production de nouveaux pétroles non conventionnels, en offshore profond, etc. et tout de même investir dans le raffinage qu'il faut réadapter aujourd'hui à la consommation intérieure. Donc voilà, donc oui, il y a une forte dépendance au pétrole. Oui, on va devoir en sortir, hein, parce que pour la question climatique montre qu'on ne peut pas aller, qu'on ne peut déjà pas utiliser l'ensemble de nos réserves prouvées. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher d'autres réserves dans du offshore très profond ou chez du pétrole de schiste, comme c'était à peu près le débat il y a quelques années de ça. Et oui, on doit quand même, dans cette transition, investir dans nos raffineries pour les remettre sur pied, pour qu'elles puissent produire un produit adapté à la demande intérieure, ce qui permet notre souveraineté et notre sécurité énergétique. Voilà, ce n'est pas incompatible les deux. Et alors on sait que dans le passé, de manière générale, le développement économique s'est accompagné d'une forte hausse de la consommation d'énergie. Est-ce que c'est encore nécessaire à l'avenir de consommer de plus en plus d'énergie si on veut continuer à avoir un développement, un progrès, que ce soit en France ou dans le monde plus largement? Pas du tout. Alors, c'est très intéressant parce que vous savez, dans le livre, il y a toute une partie sur l'énergie, hein, vous l'avez vu. Je parle de l'énergie nucléaire, je parle de l'énergie fossile, je parle des carburants, je parle des renouvelables. Donc tout y est. Ça, c'est très important. La question énergétique, elle est très importante parce qu'elle est essentielle aujourd'hui si on veut prendre en compte toutes les questions en fait, de transition écologique. C'est avant tout de la transition énergétique, vraiment. Alors, sur votre question, ce qui est important, et je le rappelle dans le livre, c'est que vous savez, quand un pays se développe au départ, il augmente sa consommation d'énergie. C'est indéniable. Il y a une corrélation parfaite entre la consommation d'énergie et l'indice de développement humain. Ça, c'est sûr. Donc, l'Afrique, les pays en développement vont consommer plus d'énergie dans les années futures si on veut qu'ils se développent. C'est obligatoire au départ, obligatoire, pour des installations d'infrastructures, de distribution d'eau, l'accès aux produits ménagers et ainsi de suite, font qu'on va consommer plus d'énergie. Mais au-delà d'un certain niveau d'indice de développement humain, eh ben là, vous pouvez réduire votre consommation d'énergie. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain indice de développement humain, vous avez des pays qui consomment parfois beaucoup plus d'énergie que d'autres, mais qui ont le même indice de développement humain. C'est-à-dire que vous regardez entre les États-Unis et la France, et même les États-Unis et le Royaume-Uni, vous avez des grosses différences en termes de consommation d'énergie pour un indice de développement humain quasi identique. C'est-à-dire que les efforts doivent être supportés majoritairement par les pays qui sont déjà développés. Nous, on pourrait réduire une partie de notre consommation d'énergie tout en n'affectant pas
notre niveau de développement humain. Vous voyez, c'est pour ça que toutes les approches, et là je le dis également dans le livre, toutes les approches qu'on a fait à la COP 21, qui ont été défendues par des grands économistes, comme un prix du carbone unique, c'était défendu par M. Tirole, en disant voilà, chaque émission de CO2 va avoir un impact sur le climat, donc que vous soyez malien, français ou américain, ça revient au même, il faut mettre une taxe unique. Mais c'est complètement idiot, en fait. Il faut mettre une taxe plus forte à ceux qui n'auront aucun impact sur le développement humain. Et aux autres, il faut leur permettre justement de se développer. Donc les efforts doivent être majoritairement faits par ceux qui sont déjà développés. Et donc c'est la France, c'est l'Europe, pardon, et les États-Unis en priorité. Donc pour répondre à votre question, on peut consommer moins d'énergie, en réalité, grâce à l'efficacité énergétique, des bâtiments, etc., tout en ayant le même niveau de développement humain. Alors vous disiez là la consommation d'énergie dans les pays qui continuent à se développer va nécessairement augmenter. Est-ce que ça pose une menace finalement pour le climat? Comment on peut faire en sorte que cette consommation d'énergie supplémentaire, elle ne se fasse pas en augmentant la consommation d'énergie fossile, ou alors est-ce que c'est inéluctable Dans un premier temps, c'est inéluctable. Ouais. Même s'il va falloir que la transition... Enfin, la pire des choses que feraient les pays en développement, c'est de suivre le même modèle que nous. Parce que nous avons en fait construit notre modèle économique en partant du principe que l'énergie n'avait aucun impact sur le climat. Et même la question climatique n'était pas prise en compte. Vous voyez, ça commence dans les années 90, fin des années 70, il y a le rapport quand même sur les limites de la croissance. Mais avant ça, c'était le développement sans tenir compte de la contrainte écologique. Et le résultat, c'est quoi? C'est que les pays de l'OCDE, les pays les plus riches, sont responsables au XXe siècle de 2 tiers des émissions de CO2. Donc là, les pays pauvres se développent avec la contrainte climatique. Et d'ailleurs, dans un premier temps, dans les premières réunions sur le climat, les pays émergents ont cru que c'était une invention des pays riches pour les empêcher de se développer au départ, la question climatique. Vous voyez, et on se rend compte aujourd'hui que les pays les plus riches, comme les États-Unis, ont un rapport au climat assez ambivalent, où ils pensent que ça n'existe pas, alors qu'au départ, c'était les pays pauvres qui pensaient ça. Mais parce qu'ils pensaient qu'ils commençaient à se développer, qu'on leur mettait une contrainte supplémentaire. Mais donc, eux vont devoir effectivement avoir un modèle de développement qui sera différent du nôtre. Mais quand on passe de l'extrême pauvreté ou de la pauvreté à l'émergence, on est obligé de consommer plus d'énergie. Dans l'équation, c'est obligatoire. Voilà. Il ne faudrait pas qu'ils fassent comme nous, mais ils vont être obligés dans un premier temps de consommer plus d'énergie. Un Malien, aujourd'hui, il émet 0,05 tonnes de CO2 par tête. Un Américain, il en émet pratiquement 18. Donc là, il est clair qu'il faut qu'il y en ait un qui baisse et qu'il y en ait un autre qui augmente un petit peu. Ça va être tout l'enjeu, en fait. C'est pour ça que toute l'approche du climat ne peut pas être une approche horizontale, comme on l'a dit à la COP 21. Ça doit être une approche verticale, où des gens qui ont connu le développement font les efforts nécessaires pour que d'autres puissent avoir accès, au moins au niveau de vie convenable que tout le monde devrait avoir compte tenu de la production de richesse mondiale. Et est-ce que cette hausse de la consommation d'énergie, elle sera forcément une hausse de la consommation d'énergie fossile, comme ça s'est passé notamment en Chine avec le charbon dans les années 2000, ou alors est-ce qu'on peut espérer que plus vite, il y ait cette conversion aux énergies propres, on va dire, qui se fasse aussi dans les pays en développement? Dans le meilleur des mondes, il faudrait éviter ce qu'a fait la Chine avec le charbon, parce que le charbon et le gaz sont substituables dans leur utilisation. Vous voyez, pourquoi on utilise du charbon pour faire de l'électricité? On peut utiliser du gaz pour faire de l'électricité, on peut aussi faire du nucléaire, sauf que le coût d'entrée, le coût fixe d'une centrale nucléaire n'est pas le même que le coût fixe d'une centrale à gaz. Mais je pense qu'on devrait déjà stopper complètement l'utilisation de centrales à charbon. Après, il y a des pays qui ont des fortes réserves de charbon et qui vous disent bah, « moi, c'est facilement accessible ». Le coût, la compétitivité fait que, comme on ne prend pas en compte, justement parce que, comme on ne prend pas en compte via des taxes dans les pays qui consomment ces biens, le fait d'utiliser des centrales à charbon, donc on continue. Mais il faudrait absolument que le charbon ne soit plus utilisé. Mais des centrales à gaz, je ne vois pas comment on peut s'en passer, parce que, y compris même si on fait du renouvelable, vous savez, le renouvelable, c'est une énergie intermittente. Quand ça ne fonctionne pas, il faut qu'en backup, il y ait des centrales à gaz qui puissent lisser la production d'électricité. Donc pour le gaz, ce sera difficile de s'en passer. Après le charbon, il faudrait effectivement arrêter. Il faudrait arrêter la production de charbon de manière générale, de toute façon, de manière générale, dans les réserves qui sont prouvées, celles qu'on peut utiliser tout de suite. C'est-à-dire, je ne parle pas des réserves probables et possibles. Par exemple, quand on disait en France, oui, il y a du gaz de schiste, on sera peut-être le Qatar, ce qu'avait dit M. Rocard à l'époque, on en était à la réserve possible. C'est-à-dire qu'on n'avait pas fait un trou pour voir.
Donc la réserve possible, on devrait même plus se poser la question. La réserve probable, celle qui se fait après quelques essais, on doit l'oublier. Il reste que les réserves prouvées, celles qui sont accessibles. Et dans les réserves prouvées, l'Agence internationale de l'énergie le dit, hein, il y a 2 tiers qui doivent rester sous terre. Il y a 2 tiers qui doivent rester sous terre. Donc on a 50 ans de réserves prouvées en consommation mondiale, on ne peut en utiliser qu'un tiers. Donc le vrai débat doit rester là-dessus. Alors comment on fait? C'est toute la... Alors, il y a des scénarios qui ont été faits par des gens très sérieux, mais comment on fait, sachant qu'il y a des rapports de force entre pays, sachant qu'il y a des différences de développement et que chacun veut son bout de gras dans l'économie mondiale? C'est ça la vraie question. Et jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, on est plutôt dans un univers où on n'est pas très coopératif, on est plutôt tous concurrents. Donc ça risque d'être compliqué. Mais se passer complètement des énergies fossiles, ça va être très compliqué. Hein. Ça va être très très compliqué, y compris dans les pays riches. Alors dans les pays pauvres, ça risque d'être encore plus dur. Voilà. Et pour revenir à la question plus spécifique du pétrole, il y avait un enjeu qui est un peu moins évoqué en ce moment, mais qui a plané pendant longtemps, qui était la menace d'un pic pétrolier. Donc l'idée que la production de pétrole au bout d'un moment serait contrainte par l'épuisement des ressources disponibles. Donc c'était notamment évoqué dans des théories qui annonçaient une forme d'effondrement, on va dire, de l'économie. Ce pic a été repoussé par l'exploitation de nouvelles ressources de pétrole de schiste, etc. Est-ce que c'est une menace qui existe encore aujourd'hui dans les années à venir si on se passe pas assez vite de pétrole? Est-ce qu'il risque d'y avoir une contrainte très forte sur nos approvisionnements ou pas? En fait, c'est une course. C'est toujours une course. C'est exactement ce que je dis dans l'entrée qui s'appelle innovation. Vous savez, il y a toujours des gens qui pensent que l'innovation nous sauvera de tout. Donc l'innovation nous sauvera du réchauffement climatique. On ne sait pas comment vraiment, mais on fait confiance à l'homme qui va se sauver lui-même. Et c'est pareil un peu pour les réserves pétrolières. Certains ont dit pendant très longtemps, la technologie nous sauvera. Et c'est vrai que la technologie nous a permis d'avoir accès à des pétroles de plus en plus difficiles d'accès. Le offshore très profond, c'est-à-dire que vous avez parfois un gisement qui demande qu'à jaillir, un peu comme dans Tintin au Texas, ou un peu comme en Arabie Saoudite ou au Qatar, ça ne demande qu'à jaillir. Et puis vous avez parfois des gisements qui vont à plusieurs centaines de mètres de profondeur pour aller chercher du pétrole en mer très profonde. Et là, c'est la technologie qui a permis de faire ça. Le pétrole de schiste, c'est pareil, c'est-à-dire une roche que l'on casse pour récupérer un petit peu de pétrole. Vous voyez, c'est la technologie de la fracturation hydraulique qui a permis ça. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir un baril de pétrole, on met de plus en plus d'énergie pour en avoir également. C'est-à-dire pour en extraire un, parce qu'on va chercher des pétroles de plus en plus non conventionnels. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coût augmente, ça veut dire que l'énergie dépensée pour en avoir est très forte et donc que l'impact écologique est beaucoup plus fort. Donc la question aujourd'hui, elle ne se pose pas en réserve que l'on a, c'est en réserve utilisable si on veut rester sous les 2 degrés. Et là, dans ces réserves utilisables, si on veut rester sur les 2 degrés, il n'y a qu'un tiers des réserves prouvées qu'on peut utiliser. Donc normalement, la contrainte climatique nous oblige à travailler sur un tiers des réserves prouvées. C'est tout. C'est là que doit commencer la réflexion, si on pense que le réchauffement climatique existe. Donc finalement, la contrainte climatique, elle a remplacé la contrainte qu'on craignait à un moment de... Bien sûr, tout à fait. Des réserves. Voilà, exactement. C'est la contrainte climatique qui enfin, c'est-à-dire que même les réserves, même si demain on en trouve, je ne sais pas moi, sur la Lune, on ne pourra pas l'utiliser pour des raisons climatiques. Donc il faut aujourd'hui se concentrer sur ce tiers restant de réserves prouvées. Alors maintenant, on va aborder le sujet qui est davantage au cœur de l'actualité en ce moment en France, qui est les prix du carburant, donc qui sont très élevés depuis quelques mois. Au moment où nous enregistrons cette vidéo, donc les prix du gazole à la pompe sont autour de 1,90 €. Malgré la remise de 30 centimes, c'est des prix qui sont vraiment très élevés. Alors, il y a eu beaucoup de débats ces derniers mois sur ce qu'il fallait faire ou pas pour compenser cette hausse de prix, puisque il y a des protestations autour des actions du gouvernement en disant en fait, on est en train de subventionner la consommation de pétrole alors qu'il faut s'en passer. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il faut une réponse pour amortir le choc, ou alors est-ce que de fait, il faut faudrait s'en servir de cette hausse de prix plutôt pour réduire la consommation? Non, ça c'est un truc, c'est ce que vous venez de dire là, c'est un truc d'intellectuel ou d'élite parisien. Et je reviens sur le dictionnaire parce qu'il y a une entrée carburant. Et je dis au début, dans la définition de carburant, je dis c'est le thermomètre de la grogne sociale. Et c'est un sujet qui n'intéresse pas les élites parisiennes, le prix des carburants. Parce qu'à Paris, la grève des raffineries, on ne l'a pas ressenti. Pourquoi on ne l'a pas ressenti à Paris? Parce que vous avez seulement 14% des Parisiens qui utilisent leur voiture pour aller travailler. C'est souvent pour des questions
comment vous dire, de qualité, enfin de soi-disant, enfin voilà, parce qu'ils ont le choix en fait, ils ont le choix entre les transports, le vélo si on veut, et la voiture. Donc il n'y en a seulement que 14%. 86% prennent autre chose que la voiture. Donc essence ou pas essence, raffinerie ou pas raffinerie, 86% des gens ne sont pas impactés. Vous allez en proche banlieue, vous avez déjà 50% des gens qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Vous allez en banlieue un peu plus lointaine, 77-78, on passe à 60-65%. Vous allez dans le reste de la France, hormis quelques centres-villes, on est entre 75 et 85% de taux d'utilisation de la voiture pour aller travailler. Donc ceux qui vous disent, comme l'ont fait à un moment certains économistes avec la taxe carbone, ou d'autres, hein, même de gauche, vous disent il faut augmenter les prix des carburants, les gens vont moins consommer de carburant, ils n'ont rien compris. Parce que quand vous devez faire 30 à 50 km pour aller travailler en province et que vous n'avez que la voiture parce qu'il n'y a pas de transport, qu'est-ce que vous faites si les prix des carburants augmentent? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez rouler en sous-régime, vous allez éteindre le moteur dans les descentes, enfin, c'est un peu ce qu'on a dit de faire aux gens. Mais vous allez économiser quoi? Quelques euros. Au final, vous allez faire quoi? Vous allez consommer plus, vous allez mettre plus d'argent dans les carburants et moins dans les loisirs. C'est pour ça que les quelques centimes qui ont fait augmenter les prix de l'essence ont amené le mouvement des Gilets jaunes, et ce qui a surpris tout le monde. Alors qu'en réalité, les carburants, je dis thermomètre de la grande sociale. Moi, je me souviens dans une interview que j'avais fait à Marianne déjà à l'époque, en 2012, il y avait un Français sur deux qui voyait son vote influencé par les mesures prises sur les prix des carburants. Un Français sur deux. Est-ce qu'on a entendu beaucoup parler? Très peu. Alors qu'il y a un Français sur deux qui était sensible à ça. Donc la question des carburants, elle est là depuis longtemps. Je veux dire, moi, à l'époque, il y avait M. de Margerie, le patron de Total, qui avait dit l'essence arrivera à plus de 2 euros. C'est une question de temps. Moi, quand il a dit ça, je me suis dit, comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu une réflexion qui a été mise en place pour changer cette fiscalité? Parce que la fiscalité, aujourd'hui, elle repose de la même façon quand vous vivez à Paris, quand vous êtes riche, quand vous êtes pauvre, ou que vous vivez très loin des centres-villes. Vous avez la même fiscalité sur les carburants. Personne ne s'est dit qu'on allait, je sais pas moi, moduler cette fiscalité en fonction des régions, parce qu'il y a des régions où il n'y a pas de transport, des régions où il y en a, pour inciter ceux qui prennent leur voiture à Paris. Il faut les inciter, eux. Il faut les punir pour qu'ils ne prennent pas leur voiture, qu'ils prennent les transports, vous voyez. Mais en province, quand tu n'as que la voiture, ces gens-là, au contraire, il faut faire en sorte qu'on soulage un petit peu leur portefeuille, le temps qu'il y ait des transports, qu'il y ait autre chose, une autre façon de travailler. Donc, on aurait pu avoir cette réflexion sur la fiscalité des carburants, faire en sorte d'inciter les gens à acheter des voitures qui consomment moins, voilà, et baisser la fiscalité de manière régionale quand il y a une forte dépendance à la voiture. Mais cette réflexion n'a jamais eu lieu. Jamais eu lieu. Donc on a laissé 10 ans, et puis là on se rend compte que oh là là, les carburants augmentent, les gens sont fâchés. Oui, mais il faut se préoccuper des soucis des gens. Vous voyez, et les carburants, en fait, c'est quelque chose qui n'intéresse pas grand monde. Et pourtant, c'est un thermomètre, comme je le dis, de la grande sociale, parce que c'est la mobilité. Et pour beaucoup de gens, la mobilité, elle passe encore que par la voiture. Et ça, pour vous, revoir la fiscalité pour la baisser dans certaines zones et éventuellement l'augmenter dans d'autres, ça pourrait être une réponse à la crise actuelle qui serait... Bien sûr, alors je vais sortir un truc très vieux jeu, et je sais que ça va fâcher tout le monde, mais la vignette à l'époque. C'était quoi la vignette? La vignette, c'était finalement un petit impôt qui vous incitait à acheter des voitures avec des faibles motorisations. Ce qui fait que nous, on s'est beaucoup développé avec la 2 chevaux, avec les petites citadines, quand l'Allemagne, elle, qui n'avait pas de vignette, allait plus sur des gros moteurs. Quand la vignette est partie, on a décalé les petits moteurs à des moyennes gammes, mais le type Mégane, Safran, etc. Alors qu'à l'époque, on incitait les gens à acheter, je veux dire, des voitures à faible motorisation. Aujourd'hui, on pourrait faire un impôt comme ça intelligent qui incite les gens à acheter des petites voitures, et de l'autre côté, on baisserait la fiscalité sur le carburant que l'on met dans la voiture, notamment en mettant une fiscalité qui dépende, je sais pas moi, une forme de fiscalité sous type de vignette qui soit un peu plus progressive et qui dépende de l'endroit où vous vivez et du moteur que vous achetez. Moi, j'avais fait une proposition de réforme qui avait été publiée dans Le Monde en 2012. En 2012, avec une taxation des distributeurs majors un peu plus supplémentaire. Des débats qu'on a aujourd'hui. Elle a été parue dans Le Monde en 2012 là-dessus. Et on a fait des travaux avec d'autres chercheurs pour voir comment on pouvait moduler la fiscalité. C'est des trucs, bon, je ne dis pas que j'ai la solution, mais poser ça dans le débat public, en discuter il y a 10 ans, ça permet d'anticiper ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé avec la crise des Gilets jaunes, où on a dit on rajoute quelques centimes, les mecs, ça va passer, ça va faire des rentrées et ça va les inciter à moins prendre la voiture. Non, ça a mis tout le monde dehors. Voilà, donc il faut faire attention. Voilà, parfois, il faut être un peu plus. Je veux dire, quand il y a une crise, il faut toujours avoir une analyse un peu rétrospective sur les choses. Et moi, je trouve que notre gouvernement, c'est comme ça la politique maintenant, hein, comme c'est devenu un concours de beauté, comme c'est la petite phrase qui sort, les gens, ils naviguent à vue. Ils naviguent à vue. On retire des moyens à l'hôpital, il y a le Covid, on en rajoute.
Bah oui, mais comment on aurait vécu le Covid si nos hôpitaux avaient été plus en forme? Combien de morts on aurait évité? Vous voyez, ça c'est important. Mm. Là, il y a une crise avec deux pays énergétiques importants, enfin surtout la Russie. Il y a une guerre à côté de nous. Bon, bah, notre système énergétique est à plat. Bah oui, mais si on avait eu, il n'y avait pas eu la libéralisation des marchés de l'énergie, j'en parle dans le livre. Si on avait rénové les bâtiments, comme c'était le cas depuis le Grenelle de l'environnement, on devait en faire 500 000 par an. Je l'explique aussi dans le livre, on n'en a jamais fait 500 000, on en a fait 2 fois moins. On pourrait peut-être se passer aujourd'hui du gaz russe si on avait bien rénové les bâtiments. Donc il faut avoir une vision un peu, je veux dire, rétrospective et voir les choix qui ont affaibli notre système énergétique, comme notre système hospitalier, et qui fait qu'après on est nu face à la moindre choc exogène. Et alors, d'une manière générale, donc on a vu effectivement les problèmes que ça posait quand on avait eu au moment des Gilets jaunes une hausse généralisée de la taxe carbone sur les carburants, mais d'une manière générale, est-ce que c'est quand même ou pas un bon outil pour vous, cette idée de donner un prix au carbone, notamment à travers la taxation? Ou alors, est-ce que ça reste un outil injuste, puisque quand on veut donner un prix, ça pèse sur les gens qui ont une contrainte financière d'emblée. C'est souvent la critique qui est adressée à ce type d'outil. Est-ce que ça reste intéressant? C'est un outil intéressant, mais ce n'est pas une fin en soi. Moi ce que je critique, et là encore une fois dans le livre, il y a une entrée marché du carbone. Par exemple, le débat sur le marché du carbone européen a occupé une place beaucoup trop importante ces 10 dernières années. C'est-à-dire qu'on n'a jamais parlé de choix énergétique. Voilà, parce qu'à un moment, vous voyez, comment vous dire? C'est-à-dire que la taxe carbone, c'est quoi? C'est un impôt individuel, donc qui a pour but d'inciter, de changer les comportements individuels. Donc c'est une bonne chose, mais on se base trop sur l'individu. Vous voyez, et moi je pense qu'il faut aussi investir dans les structures, les infrastructures qui entourent l'individu. La rénovation des bâtiments, c'est pas rien. Si on avait des bâtiments beaucoup plus rénovés, on consommerait moins d'énergie. Vous voyez, c'est tout aussi utile, même bien plus utile que la taxe carbone. Vous voyez, l'innovation. Alors on parle beaucoup de la voiture électrique, c'est pas une fin en soi, mais pendant très longtemps, on est resté accroché au diesel comme des fous, parce qu'il y avait un avantage fiscal, parce que nos constructeurs étaient dedans. Le Japon, quand ils ont interdit le diesel dans les centres-villes, ils sont passés à l'hybride. Ils sont devenus des leaders de l'hybride Toyota. On aurait pu faire la même chose, nous on s'est accroché. Donc la rénovation des bâtiments, une partie d'investissement dans l'innovation, la transition énergétique, pour changer les structures, sont importantes et parfois beaucoup plus importantes que des taxes incitatives qui ne peuvent changer les comportements que faiblement. Vous voyez, c'est ça le problème. Et on passe aujourd'hui beaucoup de temps à créer des marchés, c'est-à-dire, vous vous rendez compte, il y a un marché qui fonctionne mal, c'est le marché normal, hein, où on est encore très dépendant des énergies polluantes, moins en France qu'ailleurs, et donc vous vous dites, pour corriger ce marché, je crée un autre marché qui est le marché du carbone. Donc, je veux dire, un marché, c'est pas la main invisible qui viendrait du bon Dieu, hein. C'est une construction humaine avec des rapports de force. Et quand on a fait le marché du carbone au début, on a alloué tellement de quotas, donc de droits à polluer aux entreprises, que le prix du carbone qui devait être à 100 est descendu à 5. Donc, en fait, on a incité les gens à ne rien changer. Vous voyez? Donc, il faut faire attention. Moi, je pense aux taxes qui inciteraient les comportements, au marché, qui ferait que ça corrigerait nos comportements. La correction des comportements, elle est importante, mais c'est un élément parmi d'autres. Il faut aussi changer les infrastructures. Et on parle rarement du changement des infrastructures parce que c'est de l'investissement, souvent de l'investissement public, et qu'aujourd'hui, l'investissement public, c'est devenu un sujet tabou. Et quand vous disiez au début qu'il faudrait, au niveau mondial, une taxation qui intègre les différences de niveau de développement entre les pays, comment concrètement ça peut se faire, ça? Parce qu'il n'y a pas d'autorité internationale qui pourrait imposer ça, on imagine. Alors, ça, c'était une réponse. Alors, j'en parle aussi. C'était une réponse surtout à la tribune de M. Tirole et de M. Gaulier qui disait qu'il fallait un prix unique. Et qui, pareil, un prix unique avec des redistributions entre pays. Effectivement, c'était une entité supranationale qui se chargerait des redistributions. Donc, ça reste du théorique, mais c'est important le théorique parfois parce qu'après, on part de là pour aller dans le concret. Donc, moi je disais que ça ne marchait pas du tout parce qu'il y avait une vraie inégalité. On ne peut pas demander au Mali, avec 0,05 tonnes de CO2, qui va peut-être construire un réseau, je sais pas moi, de distribution d'eau, de dire, oh là là, la taxe carbone que tu dois payer sur la construction d'un réseau de distribution d'eau ne doit pas être la même que la taxe carbone que tu vas payer sur des Sweet Gap que tu vas acheter à New York. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'utilité n'est pas la même. Donc la taxe carbone, oui, mais elle doit tenir compte un peu je sais pas moi, de différenciation de développement et de progressivité dans les investissements. Il y a des investissements utiles, on doit les faire. Dans l'hôpital, tu construis un hôpital, bah oui, tu émets du carbone, c'est plus utile que de construire un centre commercial. Pourtant, peut-être tu vas émettre le même carbone, vous voyez. Donc le prix du carbone ne doit pas être unique. Après, sur votre réponse de dire, qui pourrait faire ça? En fait, il y a eu un moment,
et j'en veux beaucoup aux États-Unis, mais il y a eu un moment dans l'accord de Kyoto où on s'est dit nous allons faire des efforts différenciés. Nous avons fait 2 catégories de pays, le monde, quand je dis nous, hein, 2 catégories de pays, les pays riches qui devaient faire des efforts, l'Europe, les États-Unis, le Japon, l'Australie, et puis les pays pauvres, dont la Chine faisait parler, et c'est ça qui est parti, donc ça fait problème, qui eux ne doivent pas faire d'efforts. Mais c'était quand même une première étape de différenciation, d'acceptation de différenciation des efforts. L'Europe a accepté, les États-Unis ont refusé. Alors qu'ils émettaient 3 fois plus de tonnes de CO2 par habitant que les Chinois, mais ils ont refusé. Mais vous voyez, des approches différenciées, ça peut exister. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, dans le financement du fonds vert, il y a les travaux de Piketty et de Lucas Chancel qui ont montré que 80% du fonds vert devrait être financé par les États-Unis et l'Europe, mais ils ont raison, parce que c'est eux qui ont la dette écologique la plus grosse. Et sur le carbone, il y a aussi un moment de se dire, bon, il va falloir que ce prix du carbone soit différencié, quoi, entre pays, et j'irai même plus loin, à l'intérieur aussi du pays. Nous n'avons pas tous l'empreinte écologique, donc il va falloir donner des incitations là où les gens peuvent changer. Quand vous avez 30% des gens aujourd'hui qui vous disent qu'ils ne peuvent pas faire plus d'efforts sur l'énergie, vous allez leur mettre des taxes en plus? C'est pas possible. Et tu as d'autres gens en haut, dans les 10%, les 5% les plus riches, qui eux aujourd'hui, les prix peuvent monter, ne sont pas impactés par l'inflation et même par la hausse des prix de l'énergie. Et eux, ils ont accès à tout. Ils peuvent prendre l'avion, ils peuvent tout faire. C'est ces gens-là qui doivent faire des efforts en réalité. Donc comment on trouve des mecs... Quand on dit faites des efforts, c'est horrible de dire ça, parce qu'il y a des gens qui les font déjà. Il y a d'autres gens qui, quels que soient les prix, ont tellement de marge de manœuvre qu'ils n'ont pas d'efforts à faire. Donc c'est cela qu'il faut viser en premier lieu, si on pense que la question climatique est une question importante. C'est cela. Et est-ce que ça doit être même plus large, par exemple, mettre des taxes sur le chauffage au gaz, sur les personnes qui consomment le plus, par exemple, moduler les prix Ah bah bien sûr, là, ouais. une tarification. Alors, il faudrait faire très attention pour pas que c'est un effet contre-productif, mais une tarification progressive. Il faut faire attention, les seuils sont le problème, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, quand vous faites des réglementations, les seuils font toujours des injustices. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans des appartements ou dans des maisons qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais comme c'est des passoires énergétiques, bah, ils consomment énormément d'énergie. Et là, il y en a plein. Vous voyez, il y en a plein. Personne n'a la consommation d'énergie extrêmement modulable au degré près. Tu as plein de gens pauvres qui n'ont pas ça. Donc, et tu as plein de maisons et de logements qui sont équipés au gaz. Et ça, ce n'est pas un choix des gens, c'est que ça a été équipé au gaz avant. Donc c'est pour ça que moi, je pense toujours qu'il faut d'abord investir dans les infrastructures. Il faut changer les infrastructures avant de se concentrer sur l'individu. Quand on veut taxer les consommations, on se concentre sur l'individu, en pensant qu'il peut s'adapter. Tout le monde ne peut pas s'adapter. Vous voyez, tout le monde ne peut pas s'adapter. Je veux dire, c'est tellement vrai aujourd'hui que vous avez même des grandes marques de vêtements qui peuvent vous faire comme pub, n'achetez pas trop de vêtements. Parce qu'ils savent très bien que le marketing gagne toujours sur les injonctions. On peut être une marque de boissons sucrées et dire ne buvez pas trop de sucre aujourd'hui. On peut le marquer, ça ne change rien. Vous voyez, donc pour moi, c'est les infrastructures dans lesquelles il faut investir le plus. Voilà, peut-être faire en sorte de permettre la conversion du gaz à autre chose et ainsi de suite. Et après, on verra comment on se base sur la fiscalité des consommateurs. Or, aujourd'hui, on mise trop sur les consommateurs et pas sur les infrastructures. Voilà. On n'a rien rénové, on a rénové trop faiblement, alors que la rénovation des bâtiments, et je l'explique très bien, c'est des investissements avec des multiplicateurs extrêmement élevés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'emploi délocalisable. Vous savez, quand le bâtiment va, tout va. C'est ce qu'on dit. Hein. Si on donnait des conditions aux entreprises pour qu'elles emploient localement, voilà, qu'elles ne fassent pas d'optimisation fiscale, on pourrait même financer ça avec de l'investissement public. On aurait plus de recettes budgétaires. Ça a été le cas sur la rénovation des bâtiments en Allemagne. Je parle que de la rénovation des bâtiments, où chaque euro investi a rapporté beaucoup plus que l'investissement en rentrée budgétaire, parce que l'emploi reste sur place, parce que les gens payent leurs impôts sur place. Si on arrivait à faire ça, ce serait extrêmement rentable, et on n'a jamais voulu le faire. On n'a fait que des incitations aux consommateurs. Tu as un crédit d'impôt, tu as une subvention. Ben ouais, mais quand tu es très pauvre, tu vas refaire tes fenêtres à 10 000 euros, c'est à peu près ça le prix, hein. Alors que tu vas avoir payé ton crédit d'impôt un an après ou une subvention? Non. Donc la rénovation profitait qu'aux gens finalement qui en avaient les moyens. Voilà. Et qu'ils voulaient, souvent pour d'autres raisons que les raisons purement énergétiques, souvent pour des raisons de nuisances sonores, etc. Donc cette question du changement de la rénovation des habitations, parce qu'il y a encore 25 millions, hein, 25 à 30 millions d'habitations à rénover. C'est à peu près ça qu'il y a. Donc c'est énorme. Ben, n'a jamais été pris sérieusement en compte. Alors que là, il y avait des gains en termes d'économie d'énergie qui étaient énormes.
Alors, il y a un autre sujet qui monte dans l'actualité en ce moment, mais en dehors de France, c'est autour d'un projet de Total en Ouganda et en Tanzanie qui fait de plus en plus polémique, qui est dénoncé par certaines ONG, mais aussi des climatologues. Et donc, c'est un projet d'exploration pétrolière qui doit aboutir à la production de 230 000 barils de pétrole par jour à partir de 2025. Et aussi, les critiques se focalisent en ce moment autour de la construction d'un oléoduc qui doit passer par la Tanzanie depuis l'Ouganda, qui sera le plus long oléoduc chauffé au monde, parce qu'il faut chauffer le pétrole pour qu'il soit transportable. Euh, et donc effectivement, il y a des appels à abandonner le projet. Mais alors la question par rapport à ce dont on parlait sur le développement des pays pauvres, etc., c'est est-ce que si on demande d'abandonner ce projet, est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'on dit à l'Ouganda et à la Tanzanie, vous allez devoir faire une croix sur les recettes que vous pourriez avoir de ce projet d'exploration pétrolière. Non, mais là, on a quand même, je veux dire, on a un passif là-dessus. C'est-à-dire on peut aller voir ce qui s'est passé dans d'autres pays pétroliers. Vous regardez le Congo-Brazzaville, ils ont commencé à produire du pétrole en 1970. Bon, on est en 2022, est-ce qu'ils se sont développés? Non. 2 tiers de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. La grande partie du partage de la rente pétrolière, c'est toujours fait au profit des compagnies étrangères, principalement Total et Agip, là-bas, plutôt que pour l'État congolais. L'État congolais a récupéré des recettes budgétaires qu'il a redistribuées en créant des postes de fonctionnaires, mais quand le pétrole fluctue, il ne paye pas les postes de fonctionnaires. Là-dessus, c'est géré des stratégies de captation de la rente, de corruption de la part du pouvoir en place. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le pétrole aide un pays à se développer? Je ne crois pas. Il y a quelques conditions qui le permettent et il y a encore des gros défis. C'est quand vous avez énormément de réserves et une population très faible. C'est le cas du Qatar, hein, qui a les premières réserves de gaz, 5e, 6e réserve de pétrole et 250 000 habitants. Donc là, effectivement, l'argent finit toujours par retomber. Mais même l'Arabie Saoudite, hein, qui a les premières réserves de pétrole, premier producteur de pétrole avec les États-Unis et la Russie, ils sont 25 millions. Il y a 1 million de Saoudiens qui sont plutôt pauvres. Hein. Donc vous voyez, dès qu'ils commencent à être nombreux, c'est très difficile de repartager la rente pétrolière. Et c'est pour ça que tous ces pays-là, vous regardez le Qatar, ils ont des objectifs à 2050, qui est même au départ à 2030, de diversifier de plus en plus leur économie. Vous voyez, donc ces pays-là savent que les recettes pétrolières peuvent être un problème pour le développement. De manière générale, il y a plus de pauvres dans les pays pétroliers. Hein, donc, il faut faire attention à ça, à ce sujet qui dit oui, c'est bien pour l'Ouganda. Et puis après, il y a la question globale. Aujourd'hui, tout investissement, parce que là, on en est vraiment là, on en est dans les forages. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des chiffres qui sont mis, mais on est dans l'ordre du probable. On n'est pas sûr. Donc, on va faire des forages. Tout ça doit être arrêté aujourd'hui, au niveau mondial. C'est ça que les gens doivent comprendre. Il y a eu des mouvements aux États-Unis d'étudiants d'Harvard qui ont demandé aux compagnies, c'est quoi votre business model de sortie? Tu vois, Total dit maintenant qu'il s'appelle plus Total, mais Total Energy, parce qu'il organise sa transition. L'IFP, l'Institut français du pétrole, s'appelle IFP Énergie Nouvelle, parce qu'ils organisent leur transition. Il faut que cette transition soit organisée. Et cette transition, elle est organisée comment? En faisant avec l'existant. Combien Total a de réserves prouvées et qu'est-ce qu'il va faire avec cet existant, tu vois? Et après, comment il va faire pour le raffiner et le distribuer en France? Et quelle politique va faire en sorte qu'on va être de moins en moins dépendant dans les 15 et 20 prochaines années de cette énergie raffinée et distribuée. Et c'est là-dedans. Et après, Total doit organiser sa péréquation, sa transition vers d'autres énergies. Donc oui, il faut les nouveaux forages, si on croit au réchauffement climatique et on croit au consensus scientifique du GIEC qui est fait là-dessus, les nouveaux forages ne servent à rien. Sauf si on pense que ça n'existe pas, le réchauffement climatique. Voilà. Mais après, il faudrait que tout le monde soit d'accord. Voilà. Mais dans les pays riches, il y a une jeunesse, en tout cas, une jeunesse même de grandes études qui challenge, je veux dire même financièrement, qui challenge en vous disant mais c'est quoi le business model là? On ne le comprend pas. Si vous croyez au réchauffement climatique, ce que Total affirme, là, le business model est incompréhensible. Et alors j'avais une question aussi par rapport à ce que vous disiez plutôt en début d'entretien. Vous avez dit qu'on avait un manque de capacité de raffinage de diesel. Alors j'imagine que ça explique en partie la tension sur les prix. On a vu que historiquement le diesel était moins cher que l'essence. Ça s'est inversé très fortement depuis le début de la crise parce qu'on importait beaucoup de diesel de Russie, au niveau européen mais aussi en France.
Mais comment ça s'explique alors qu'on ait une insuffisance de raffinage du diesel alors que c'est de loin le premier carburant qui est consommé dans notre Parce pays? que, alors il y a plein de raisons. C'est des Ouais, choix énergétiques qui ont été faits. Alors vous voyez, les derniers choix énergétiques qui ont été faits avec une forme d'État stratège, des choix forts, ça remonte quand même à longtemps. C'est que quand on a choisi le nucléaire, euh, toutes les habitations sont passées au chauffage électrique. Et donc, il y avait un problème pour écouler une partie de la production de raffinerie, normalement, notamment avec le chauffage au fioul. Et là, on a dit, bon, bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner aux raffineries un gage en baissant la fiscalité sur le diesel et en leur permettant d'écouler un peu plus de diesel. Mais à l'époque, la majorité de la consommation était de l'essence. C'était de l'essence, c'était pas du diesel. mmh, Et comme il y a eu cette baisse de fiscalité sur le diesel, parce que vous savez, s'il n'y avait pas de fiscalité, en tout temps, le diesel est plus cher que l'essence. Ce qui fait que chez nous, le diesel était moins cher à la pompe, c'était juste une distorsion de fiscalité. d'accord. On avantageait le diesel, on mettait moins de fiscalité sur le diesel que sur l'essence. Mmh. Et ce développement, cette baisse de fiscalité sur le diesel, et le fait que nos constructeurs automobiles étaient devenus les spécialistes du moteur diesel, a fait que la part des achats de voitures à moteur diesel n'a fait qu'augmenter. Il était à plus de 80% en 2008, ce qui était un pic, on n'avait jamais vu ça nulle part ailleurs, vous voyez. Et donc, ben, on a eu de plus en plus besoin de diesel. 80% des carburants consommés sont du diesel. Hein, c'est ce que je dis dans le livre, il y a une entrée Tout à diesel. fait, ouais. 80 sont du diesel. Et donc, nos raffineries n'avaient plus de production suffisante pour produire du diesel. Et, parce qu'il y a plusieurs paramètres, et comme le raffinage était moins intéressant que l'exploration-production, là, dont on a parlé, ben, les entreprises ont très peu investi dans leur outil de raffinage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation mais complètement dingue, où ce qui est censé assurer notre souveraineté énergétique, nos raffineries qui raffinent le pétrole que l'on importe pour le transformer en essence, en carburant, n'est plus adapté à la consommation intérieure. Et comme la mondialisation est arrivée par là, on s'est dit c'est génial, on importe du diesel de Russie ou d'ailleurs, et même il y a des gens, des représentants de l'industrie pétrolière, hein, qui disaient on n'a pratiquement plus besoin de raffinage en Europe, on va importer notre carburant d'Inde ou d'Arabie Saoudite. Mais vous voyez, il y a eu la crise du Covid qui est passée par là. On a reparlé de réindustrialisation, j'en parle dans le livre. On a parlé de souveraineté industrielle. On a vu que ne pas savoir fabriquer des masques, manquer d'anesthésiants ou ne pas savoir faire des respirateurs, c'était un problème, cette perte en fait. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent encore, mais oui, il faut fermer les raffineries, on va les produire de carburant ailleurs. Enfin, le carburant, c'est un bien stratégique. Hein. Si demain, il y a des gens qui refusent de nous le donner, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On est nus. C'est un truc stratégique pour le transport, pour l'armée, pour tout. Donc il faut à un moment se dire qu'il y a un certain nombre de choses qui rentrent dans le stratégique, dans la souveraineté énergétique, c'est ça l'énergie, hein, et qu'il faut donc avoir des investissements, même si la rentabilité n'est pas autant au rendez-vous que dans l'exploration ou que dans les raffineries en Arabie Saoudite. Mais c'est une question de sécurité énergétique. Et il y a des gens pour qui cette question-là paraît, à mon avis, difficile. Mais normalement, le Covid était passé par là et avait changé un peu les mentalités. Mais je me rends compte que les gens oublient rapidement. Et j'aurais une dernière question qui est plus en rapport avec votre vocation en tant qu'économiste, qui est aussi au cœur de votre projet pour ce livre. C'est que vous expliquez en introduction que finalement vous l'avez conçu comme une forme de référence que chacun peut avoir pour s'informer, pour s'approprier des notions un peu fondamentales en économie, parce que il y a pour vous un problème lié au fait que c'est des questions absolument essentielles dans le quotidien de tout le monde finalement, mais qu'il y a des obstacles techniques qui font que les gens se sentent un peu exclus de ces questions-là, et vous dites que les acteurs qui sont spécialistes de ça ne cherchent pas forcément à rendre ça plus accessible ou à donner l'impression que ça peut être accessible à tout le monde. Et alors pour vous, comment, donc vous y participez à votre échelle en intervenant régulièrement dans les médias, etc., mais plus largement pour vous, comment on peut faire en sorte que l'économie, ça devienne quelque chose que les gens puissent s'approprier à la hauteur de l'importance que ça a dans leur vie, quoi, finalement. Oui, et c'est exact. Ce que je dis au début, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'économie, c'est tellement complexe pour les gens. C'est chiant. Il faut dire la vérité. C'est chiant. Mm. Qu'on a pu avoir des gens qui ont passé les pires programmes en se drapant comme ça de sentiments humanistes, tu vois. En disant, par exemple, voilà, moi, je veux dire, Macron, il était capable d'aller se faire un petit foot à Sarcelles, il marque un but, il prend les jeunes en photo, c'est super, on est cool, on est sympa, on est humaniste. Et puis en même temps, le mec, il avait un programme qu'il avait énoncé aux Échos, où il te disait qu'il économisait 15 milliards sur l'assurance maladie, donc sur la santé, 10 milliards sur l'assurance chômage, enfin, vous voyez, et
qui maintenait les baisses de dotation aux collectivités locales, ce qui a appauvri très fortement des villes comme Sarcelles dans son programme. Et donc là, il n'y avait pas de souci. Donc vous voyez, quand Hollande, président de gauche, il dit en 2015 qu'il va baisser les dotations aux collectivités locales comme ça n'a jamais été fait depuis la Deuxième Guerre mondiale, ben, c'est passé, ça n'a pas fait scandale, ça n'a pas fait débat, c'est passé crème. Mais c'est quoi les dotations aux collectivités locales? Moi, c'est ce que j'explique tout le temps, c'est les ressources qui vont à la petite enfance, aux crèches, au périscolaire, aux loisirs, à la culture. Vous avez des villes comme La Courneuve qui ont vu leur dotation de l'État divisée par 2. Et qu'est-ce qui se passe 5-6 ans plus tard? Vous avez Libération qui, en première page, met un titre nos crèches vont craquer. Bah, c'était prévisible. Vous voyez, tu retires des dotations, 5 ans plus tard, 5 ans plus tard, les collectivités, pendant 5 ans, n'ont pas investi dans leurs crèches, donc il y a des crèches qui ferment. C'était prévisible. Pourquoi les gens ne se sont pas révoltés à ce moment-là? Parce que l'économie, c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de pas glamour. Là, il n'y aura pas de point. Je veux dire, c'est pas quelque chose. On ne peut pas instagrammer une baisse de dotation aux collectivités locales. On ne peut pas instagrammer une hausse du SMIC. Tout le monde s'en fout. Voilà. On peut instagrammer plein de choses, voilà, mais ça, on ne peut pas le faire. Donc, la question économique, en fait, elle est rarement mise en avant, alors que l'économie, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Ouais, là, vous fermez une crèche, vous frappez tout le monde, vous frappez les plus pauvres. Voilà, c'est tout. Quel que soit leur sexe, quelle que soit leur origine, vous frappez les plus pauvres. Vous retirez des moyens au RERB, vous frappez les plus pauvres. Voyez? Et donc là, l'économie, c'est vraiment important. Et moi, il y a beaucoup de gens autour de moi qui disent « Oui, moi, je n'arrive pas à me positionner, je ne connais pas. » Ben, là, je voulais leur donner un outil pour qu'ils puissent se positionner. Vous lisez 2-3 définitions, il y a un débat qui vous intéresse, les retraites, vous ouvrez, hop, réforme des retraites, il y a assurance chômage, vous ouvrez, assurance des chômages, il y a l'énergie, vous ouvrez, énergie, il y a. Donc ça vous permet d'avoir une idée, de vous positionner, puis peut-être c'est le premier fil après pour tirer et aller un petit peu plus loin. Donc c'était important que les gens comprennent que le nerf de la guerre, c'est l'économie. C'est ça, c'est là que les réformes les plus dures sont toujours passées. Et c'est sur cette matière que les gens ne veulent surtout pas débattre. Voilà. Très bien, eh bien merci beaucoup Merci. d'avoir été avec nous aujourd'hui, Thomas Porcher. Donc vous pouvez retrouver donc, ce livre, Mon dictionnaire d'économie, si vous voulez vous approprier toutes les notions que vous entendez finalement dans les débats publics régulièrement, mais que finalement on ne cherche pas à vous expliquer dans le détail. Là, c'est expliqué et c'est très bien expliqué. Merci Merci beaucoup. beaucoup.